Bonjour tout le monde, on continue le 4e chapitre consacré aux autres méthodes de stratigraphie. La dernière fois, on a vu la chimiostratigraphie et la magnétostratigraphie. On continue aujourd'hui et on va voir une autre méthode de stratigraphie qui est la cyclostratigraphie. Cyclostratigraphie. Toujours l'étymologie du terme, cyclo, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se répète, qui est périodique, qui se répète dans le temps. Voilà, stratigraphie. Donc la cyclostratigraphie, c'est quoi? Donc c'est une discipline intégrée qui exploite les résultats issus notamment de l'astronomie et de la climatologie. Et donc la cyclostratigraphie, elle exploite les résultats de l'astronomie et aussi de la climatologie. Elle s'appuie sur la théorie astronomique des paléoclimats, qui stipule que les variations climatiques, elles sont liées à des processus astronomiques qui sont cycliques. Donc, cette théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les variations climatiques, les variations du climat terrestre, elles sont liées à des processus astronomiques, c'est-à-dire des processus liés à l'orbite de la Terre. Et ces processus, bien sûr, ils sont cycliques dans le temps, ils se répètent dans le temps. La cyclostratigraphie, il permet d'analyser les cycles sédimentaires au travers des indicateurs climatiques échantillonnés dans les dépôts sédimentaires. Donc la cyclostratigraphie, elle permet d'analyser les séries ou bien les cycles sédimentaires, les dépôts, les roches, en utilisant des indicateurs climatiques qui sont enregistrés dans les sédiments. Vous voyez? C'est-à-dire des indicateurs climatiques, ils sont enregistrés dans les dépôts. Des indicateurs climatiques, ils sont enregistrés dans les sédiments. OK? Donc la cyclostratigraphie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle analyse les séries sédimentaires, les dépôts, en utilisant ces indicateurs qui sont enregistrés dans les dépôts. Vous voyez là la relation entre les séries sédimentaires, les dépôts, et des processus astronomiques, des processus liés à l'orbite terrestre. Donc, on va voir des rappels. L'orbite terrestre, par rapport au Soleil, elle subit des variations cycliques au cours du temps. C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Ces variations, elles laissent des traces dans les sédiments. L'orbite de la Terre autour du Soleil, elle subit des variations au cours du temps. Et ces variations, elles sont cycliques, c'est-à-dire elles se répètent dans le temps. Ces variations, on les appelle des cycles de Milankovitch. Les variations de l'orbite terrestre au cours du temps, on les appelle des cycles de Milankovitch. Et ces variations, elles laissent des traces dans les sédiments. Vous voyez là la relation entre les processus astronomiques et les séries sédimentaires. Donc les variations de l'orbite terrestre, elles laissent des empreintes dans les sédiments. OK? Le climat, elle est paramétré, le climat terrestre, elle est paramétré en grande partie par l'insolation, la quantité d'énergie reçue du Soleil. Donc, le paramètre fondamental qui influence sur le climat terrestre,
c'est l'insolation. Et c'est quoi l'insolation? On a dit, c'est la quantité d'énergie reçue du Soleil. Le positionnement de la Terre par rapport au Soleil, il varie selon plusieurs facteurs périodiques. Le positionnement de la Terre par rapport au Soleil, il varie au cours du temps selon plusieurs facteurs périodiques, cycliques, qui se répètent dans le temps. Ça veut dire que le positionnement de la Terre, il varie, il change au cours du temps. L'insolation, la quantité d'énergie reçue du Soleil, est donc affectée de cycles, essentiellement en raison de 3 paramètres orbitaux. C'est-à-dire que l'orbite terrestre, bien les variations de l'orbite terrestre, elles influencent sur l'insolation, sur la quantité d'énergie reçue du Soleil. Les variations, bien les changements dans l'orbite, ou bien que subit l'orbite terrestre, il influence sur l'insolation, qui est la quantité d'énergie reçue du Soleil. En raison de 3 paramètres. Donc, 3 paramètres qui sont liés à l'orbite terrestre, qui influencent sur l'insolation. Le premier paramètre, c'est l'excentricité. L'excentricité. C'est quoi l'excentricité? L'excentricité quantifie l'écart à une orbite circulaire. C'est la différence entre une orbite et une orbite circulaire. OK? Et l'orbite terrestre, l'orbite de la Terre, autour du Soleil, elle varie entre un quasi-cercle, excentricité de l'ordre de 0,005 et une ellipse moyenne, l'excentricité de l'ordre de 0,058. Vous voyez là? Donc l'orbite de la Terre, voilà, l'orbite de la Terre, elle n'est pas circulaire. Donc, elle varie entre un quasi-cercle, presque cercle, et une ellipse. Lorsque l'orbite elle est quasi-cercle, l'excentricité elle est de l'ordre de 0,005. Et une ellipse moyenne, dans ce cas, l'excentricité elle est de l'ordre de 0,058. Donc, si je vous pose la question, quelle est l'excentricité d'un cercle? L'excentricité d'un cercle, c'est 0. C'est 0. Pourquoi? C'est quoi l'excentricité? On a dit c'est la différence, c'est l'écart à une orbite circulaire. Donc, une orbite circulaire, c'est l'excentricité, elle est de l'ordre de 0. OK? Et pourquoi on a ces changements dans l'orbite terrestre qui varient entre un quasi-cercle et une ellipse moyenne? Tout simplement, ces variations, elles sont dues aux interactions gravitationnelles avec les autres corps célestes du système solaire. C'est la gravité. C'est les interactions gravitationnelles entre les corps célestes. OK? Donc, ce paramètre d'excentricité, on a dit que c'est un paramètre cyclique dans le temps. C'est périodique et se répète. Et la période de ce paramètre, si on regarde ici, c'est la courbe qui représente l'excentricité de l'orbite terrestre, on remarque qu'on a
deux périodes. La petite période, c'est de l'ordre de 100 kiloannées, 100 000 ans. Et une autre période, la deuxième, la grande, ici, depuis ici jusqu'à ici, c'est de l'ordre de 400 kiloannées ou bien 400 000 années. Voilà. Donc, le paramètre de l'excentricité, il a deux périodes. Elles se répètent. La première période, c'est de l'ordre de 100 kiloannées. Ça veut dire les petites variations qui se répètent à chaque 100 000 ans et des variations qui se répètent chaque 400 000 ans. Ça, c'est le premier paramètre orbital qui influence sur la quantité d'énergie reçue du Soleil. Un deuxième paramètre, c'est l'obliquité. L'obliquité. Toujours ici, on parle des paramètres de l'orbite de la Terre qui influencent sur l'énergie reçue du Soleil. Et lorsqu'on parle de l'énergie reçue du Soleil, automatiquement, c'est l'insolation. Et l'insolation, c'est elle qui influence en grande partie sur le climat terrestre. L'obliquité, c'est quoi? Il s'agit de l'angle formé par l'axe de rotation de la Terre, l'angle formé par l'axe de rotation de la Terre et un axe perpendiculaire au plan de l'écliptique, c'est-à-dire un axe qui est vertical. Ok? Un axe vertical. Voilà, sur l'illustration. Là, c'est l'axe vertical. Ok? Et là, c'est l'axe de rotation de la Terre. Donc, l'obliquité, c'est l'angle entre l'axe de rotation de la Terre et un axe vertical. Ok? Et l'obliquité actuelle, en ce moment, elle est proche de 23,25 degrés. 23,27 degrés. Et les bornes, c'est-à-dire l'obliquité, elle varie entre deux bornes, deux valeurs, étant fixées autour de 22 degrés jusqu'à 25 degrés. Donc cette obliquité, elle change. On a dit c'est un paramètre cyclique dans le temps, qui se répète dans le temps. Donc, elle varie entre 22 et 25 degrés selon une cyclicité une périodicité de l'ordre de 41 000 ans environ. 41 000 ans environ. C'est-à-dire, si je commence par un angle est égal à 22 degrés, le temps nécessaire pour aller jusqu'à 25 degrés et retourner vers 22 degrés, il me faut combien de temps? 41 000 ans. 41 000 ans. Voilà, sur la courbe de l'obliquité terrestre. Donc, c'est un mouvement qui se répète chaque 41 000 ans. Le troisième paramètre orbital qui influence toujours sur l'insolation, c'est le paramètre de précession. Le phénomène d'obliquité qu'on a vu, couplé à la rotation de la Terre, induit une précession. Donc le mouvement de l'obliquité, couplé avec la rotation de la Terre, il nous donne un mouvement de précession. Ok? Qui correspond à la révolution, à la rotation
de l'axe de rotation de la Terre qui est incliné autour de la normale au plan orbital. Je répète, on a dit le phénomène d'obliquité, couplé avec le mouvement de rotation de la Terre, il nous donne une précession. Il nous donne une précession. Donc c'est quoi? C'est un mouvement qui correspond à la rotation de l'axe de rotation de la Terre, rotation de l'axe de rotation de la Terre, qui est incliné. Hein? Qui est incliné, c'est-à-dire c'est l'obliquité. Autour d'une normale. Une normale qui est verticale. La rotation de l'axe de rotation de la Terre qui est incliné autour d'une normale qui est verticale. Et l'on résulte une variation cyclique de l'orientation de l'axe de la rotation par rapport au Soleil. Le résultat de ce mouvement de précision, c'est quoi? C'est une variation cyclique de l'orientation de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. L'axe de rotation de la Terre, l'orientation de l'axe de rotation de la Terre, il varie. Ok? Et ce mouvement de précession, elle se répète, donc il a une période de l'ordre de 23 kiloannées, 23 000 ans. Chaque 23 000 ans, on a le mouvement qui se répète. Ok? Le résultat, on a dit, c'est quoi? C'est que l'orientation, on a un changement de l'orientation de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Ok? C'est illustré sur l'animation. Si vous voyez là, donc si je vous pose, je vais revenir, donc on va voir déjà, on va expliquer davantage c'est quoi le mouvement de précision, parce que je l'ai ici, voilà, en animation. Ça c'est le mouvement de précession. Ça c'est le mouvement de précession. C'est quoi? On a dit. Ici c'est l'axe, ici c'est l'axe de rotation de la Terre. Donc la précession, on a dit, c'est la rotation de l'axe, la rotation de cet axe de rotation de la Terre. Regardez là, on a une rotation autour de quoi? Autour d'une normale, comme ça. Autour d'une normale. Hein? C'est comme le mouvement de la topie. Hein? Ok, je reviens vers cette animation. Si je vous pose maintenant la question, on sait maintenant c'est quoi le mouvement de précession. Et on a dit le résultat de ce mouvement c'est quoi? C'est le changement de l'orientation de l'axe de rotation par rapport au Soleil. Si je vous pose une petite question ici, c'est quoi l'influence de ce mouvement sur l'insolation? C'est-à-dire sur le climat, si on veut dire, terrestre. Le résultat, c'est ce qu'on va expliquer sur cette illustration. Maintenant, la position de l'axe de rotation de la Terre, elle est comme ça. Et cette position, elle nous donne quoi? Elle nous donne que dans les zones tempérées et polaires de l'hémisphère nord, en juin, c'est la saison d'été qui commence. Et dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Et en décembre, c'est la saison d'été qui commence chez nous dans l'hémisphère nord et c'est l'été dans l'hémisphère sud.
OK? Très bien. Maintenant, si on attend 23 000 ans, 23 000 ans, cette position de l'axe de rotation de la Terre, elle va devenir comme ça. Il va changer. OK? Et si la position de l'axe de rotation, elle a changé, elle est devenue comme ça, hein, ça va influencer sur quoi? Ça va influencer bien sûr sur le climat terrestre. Donc bien, c'est sur la distribution de l'énergie reçue du Soleil. Et on aura quoi? On aura l'inverse. C'est-à-dire, chez nous, dans l'hémisphère nord, en juin, on va avoir, c'est l'hiver qui va commencer. Et dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Donc c'est l'inverse d'aujourd'hui. OK? Vous voyez là l'influence de ce mouvement de précession, sur le climat terrestre. OK? Et maintenant, le résultat de tous ces mouvements, c'est-à-dire ces paramètres orbitaux, l'excentricité, l'obliquité, la précession, c'est ces trois mouvements, on a dit, ce sont des mouvements qui influencent sur l'orbite terrestre. Et s'il influence sur l'orbite terrestre, automatiquement, il influence sur quoi? Le positionnement de la Terre par rapport au Soleil. Ok, ce positionnement de la Terre par rapport au Soleil, elle va influencer sur l'insolation. L'insolation, c'est-à-dire l'énergie reçue du Soleil. Et on a dit que l'insolation, c'est le paramètre principal qui influence sur le climat terrestre. Automatiquement, on aura une influence sur le climat terrestre. OK? Très bien. Maintenant, et si le climat terrestre, il change? Si le climat terrestre, il change. Vous vous souvenez de la transgression, la régression? Ce sont des phénomènes qui sont influencés aussi par quoi? On a dit par le statisme. Le statisme, c'est les variations de niveau marin. C'est la variation du niveau marin. Très bien. Maintenant, le climat terrestre, il change. Ce climat qui change, il va influencer sur quoi? Sur le niveau marin. Sur le niveau marin. Comment? Tout simplement, si on a un climat chaud sur la Terre, automatiquement, on aura une fonte de glace des pôles de la Terre. On sait bien que dans les deux pôles, nord et sud, on a une accumulation de glace. Si on a un climat chaud sur la Terre, automatiquement, on aura une fonte de ces glaces des deux pôles. Et si on a une fonte des glaces dans ces deux pôles, on aura quoi? Augmentation de la quantité des eaux dans les océans. Ce qui va influencer sur le niveau marin. C'est-à-dire le niveau marin, il va augmenter. Il va augmenter. Très bien. Maintenant, si on a une augmentation de niveau marin, les milieux de dépôt qui étaient au début des milieux qui sont peu profonds, sur les plateformes par exemple,
les milieux qui sont peu profonds, avec cette augmentation du niveau marin, elles vont devenir de plus en plus profonds. Les milieux qui étaient peu profonds, ils vont devenir de plus en plus profonds. On aura ici quoi? On aura un changement dans les milieux ou bien dans les environnements de dépôt. Et si on a ces changements dans les environnements de dépôt, automatiquement, on aura une influence sur quoi? Sur les faciès. On a dit la dernière fois que chaque milieu laisse une empreinte ou bien une trace sur le faciès. C'est-à-dire que chaque milieu a un faciès donné. Et on a donné l'exemple, si vous vous rappelez, sur la plateforme. Dans les milieux peu profonds, on a le dépôt des sables, des grès. Dans les milieux moyennement profonds, on a des argiles. Et dans les milieux qui sont plus profonds, on a le dépôt des carbonates, ou bien des calcaires. Très bien. Vous voyez maintenant c'est-à-dire le cycle, comment il est? On a dit tout à l'heure que ces changements, ou bien ces paramètres orbitaux, ils influencent sur les sédiments. Mais maintenant, on a expliqué comment. Vous voyez tout le processus, comment il se fait? Je répète brièvement. Changement dans les paramètres orbitaux, excentricité, obliquité, précision, les variations, bien les changements dans ces paramètres, bien sûr, ils vont influencer sur l'orbite terrestre. S'il influence sur l'orbite terrestre, ça veut dire qu'il influence sur le positionnement de la Terre par rapport au Soleil. Et si on a une influence sur le positionnement de la Terre par rapport au Soleil, automatiquement le paramètre qui va être influencé, c'est l'insolation. L'insolation, c'est l'énergie reçue du Soleil. Si l'énergie reçue du Soleil elle est influencée, elle va influencer sur quoi? L'insolation, il faut garder dans la tête toujours que l'insolation, c'est le paramètre fondamental qui influence sur le climat terrestre. Automatiquement, on aura une influence sur le climat terrestre. Si on a une influence sur le climat terrestre, on aura une influence sur le niveau marin, le statisme. On a donné comment le climat et l'influence sur le niveau marin. Et si le niveau marin, on a dit, il est influencé, il va influencer sur les milieux de dépôt ou bien les environnements de dépôt. Automatiquement, la variation dans les milieux de dépôt, elle va influencer sur les faciès. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez là, sur l'image, on a une série sédimentaire. Si vous remarquez que on a ici ces deux faciès, deux principaux faciès qui se répètent. Intervalle argileux, un banc calcaire, intervalle argileux, banc calcaire, argile, calcaire, argile, calcaire, argile, calcaire, et ainsi de suite. On a ici une alternance entre les calcaires et les argiles. Donc, si je vous pose maintenant la question, pourquoi on a cette variation? Pourquoi on a cette variation périodique, cyclique qui se répète entre argile et calcaire? Tout simplement parce qu'on a une variation périodique, cyclique de l'environnement de dépôt. On a un changement, et si c'est un environnement de dépôt, et si c'est un autre environnement, puis on est retourné vers le premier environnement, puis ici, on a un autre environnement de dépôt. Donc, on a une variation d'environnement de dépôt. C'est automatiquement ce qui va nous donner une variation dans les faciès. Très bien. Cette variation périodique, elles sont expliquées. Donc, cette variation, cette alternance, elle est expliquée comme étant le résultat
des variations des paramètres orbitaux. Voilà, donc cette alternance, elle est expliquée comme, ou bien interprétée comme le résultat des variations cycliques, périodiques dans le temps, des paramètres orbitaux. Donc, vous voyez là, c'est ces paramètres orbitaux qui ont donné ce résultat-là, cette série sédimentaire. Voilà donc là, exemple des séries sédimentaires cycliques. Un autre exemple ici, toujours, on a une cyclicité dans les variations de faciès qui est interprétée comme le résultat des variations des paramètres orbitaux. La même chose, un autre exemple. Même chose ici, toujours, ce sont des séries sédimentaires cycliques. Ok, donc, des autres phénomènes cycliques. On peut voir sur la Terre d'autres phénomènes qui sont cycliques, mais qui n'ont pas une relation avec ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les paramètres orbitaux. Ok? Donc la stratigraphie peut se baser aussi sur d'autres phénomènes périodiques, tels que les marées, les varves. Ok? Ce sont des phénomènes cycliques aussi, mais j'ai dit qu'ils n'ont pas de relation avec les paramètres orbitaux. Voilà. Les exemples, c'est les dépôts tidaux. Les dépôts tidaux. C'est quoi les dépôts tidaux? C'est les dépôts qui se déposent dans le domaine tidal, c'est-à-dire à influence de marée. L'action de la Lune, alternance. Donc l'action de la Lune, c'est quoi? On a dit sur la Terre, c'est les marées. C'est les marées. Et ces marées, ils vont nous donner comme résultat des alternances, des séries qui sont cycliques, généralement qui sont formées par des siltes et des argiles. Des siltes, des argiles. C'est-à-dire que des éléments qui sont un peu grossiers et les argiles, des éléments fins, constituant ce qu'on appelle les laminites tidales. Les laminites tidales, ce sont des dépôts qui se déposent dans le domaine à influence de marée. Et ce sont le résultat d'une succession des courants du flot, étal, puis jusant. Le flot, c'est c'est-à-dire le domaine tidal, ou bien la zone tidale, elle est envahie par l'eau. L'étal, c'est lorsque l'eau, elle stagne, elle reste. Et le jusant, c'est lorsque l'eau, elle retourne vers la mer. Attention ici, ça n'a rien à voir avec la transgression et régression. Ici, c'est juste l'effet, ou bien c'est l'action des marées. Lorsque je parle de la transgression et régression, ça c'est, je parle à grande échelle. À grande échelle, donc, et aussi dans le temps, je parle des millions d'années. Alors que, ici, lorsque je parle du flot étal jusant, ce sont des phénomènes journaliers qui se répètent chaque jour. Donc, ça n'a rien à voir. Ok? Donc, on a dit le résultat de ces actions du flot étal jusant, c'est des séries sédimentaires, comme ça, qui sont formées généralement par des niveaux silteux et des niveaux argileux. Ok? Très bien. Un autre exemple, toujours des phénomènes cycliques, c'est ce qu'on appelle les dipôts binaires annuels de Varves. Les Varves.
Donc les varves, c'est quoi? Ce sont des dépôts glaciolacustres. Glaciolacustres. C'est-à-dire, ce sont des dépôts qui se déposent dans les lacs, mais dans un climat qui est glacier. C'est généralement, on trouve ces dépôts c'est-à-dire dans les montagnes, hein, dans un climat qui est froid. Et chaque varve, elle est composée de 2 couches et représente une année de sédimentation. Donc, une couche fine, décantée l'automne et l'hiver, et une couche plus grossière, apportée par les courants au printemps et en été. Comment ils se forment ces varves? On a dit que ce sont des dépôts qui se déposent dans les lacs et dans un climat froid. C'est généralement dans les montagnes. On a dit que ce sont des séries qui se forment par une alternance de couches, généralement sombre et clair. Et si on prend deux couches, c'est-à-dire une couche sombre et une couche claire, c'est une varve. Donc, une varve, elle est formée de deux couches sombres, claires. Sombre, elle est plus fine, formée des éléments très fins, et claire, formée un peu des éléments qui sont un peu grossiers. Ok? Et la couche qui est formée par des éléments fins, ou bien des éléments fins, cette couche, elle est décantée l'automne et l'hiver. Elle se dépose pendant l'automne et l'hiver. Et la couche la plus grossière, et aussi la couche claire, elle se forme pendant le printemps et l'été. À votre avis, pourquoi? Voilà, donc tout simplement, lorsque je parle, toujours il faut garder dans la tête qu'on est ici dans un climat froid. Pendant l'automne et l'hiver, on a quoi? C'est la formation des glaces, hein, dans les sommets des montagnes. Pendant l'automne et l'hiver, on a la formation des glaces dans les sommets des montagnes. Ok, donc si on a la formation des glaces, c'est-à-dire on n'a pas de courant, on n'a pas de l'eau qui circule. Donc, et si on a de l'eau qui circule, mais on le trouve, c'est-à-dire avec des petites quantités. Donc l'énergie du courant, elle est faible. Et si l'énergie du courant elle est faible, elle peut apporter juste les éléments qui sont fins. Et généralement, ce sont des argiles. Et elle les dépose, bien sûr, dans les lacs. Ok. Et pendant l'été et le printemps, la température augmente et on aura la fonte des glaces au sommet des montagnes. Si on a la fonte des glaces, automatiquement on aura de l'eau qui circule. C'est-à-dire le courant des eaux, elle devient plus important. Si le courant devient plus important, c'est-à-dire l'énergie il augmente, c'est-à-dire elle peut apporter des éléments qui sont un peu grossiers. Ok? Donc voilà, c'est pour cela on a la formation de la couche qui est plus grossière. Donc, et si je prends les deux, une couche grossière et une couche fine, c'est le résultat de la sédimentation pendant une année. La couche claire et grossière pendant l'automne et l'hiver, c'est le contraire, le printemps et l'été, et la couche sombre et fine, c'est pendant l'automne et l'hiver. Donc, on a dit c'est un phénomène cyclique,
cycliques qui se répètent. Mais ici, c'est à l'échelle d'une année. C'est le résultat d'une année de sédimentation. Pour les laminites qu'on a vu, les laminites ici, c'est le résultat c'est-à-dire des variations journalières chaque jour. Ok? Très bien. C'est tout pour la cyclostratigraphie. On a vu c'est-à-dire la relation entre ce qui est paramètres orbitaux avec les séries sédimentaires. On a vu des phénomènes qui sont périodiques aussi et cycliques, mais qui n'ont pas de relation avec l'orbite terrestre. Maintenant, on arrive à une autre méthode de la stratigraphie. C'est la stratigraphie sismique. La stratigraphie sismique, c'est une méthode géophysique qu'on utilise en géophysique. Le principe de base, c'est quoi? C'est d'essayer d'envoyer les ondes sismiques, c'est-à-dire les ondes sismiques artificielles, pour essayer d'explorer le sous-sol. C'est-à-dire, on envoie les ondes sismiques dans le sol pour savoir la structure des couches en profondeur. Si vous voulez, c'est comme l'échographie de la Terre. On essaye d'envoyer les ondes et puis les récupérer et bien sûr ces ondes qu'on récupère, on les enregistre sous forme de graphique et après on les interprète, on les analyse et puis on les interprète. Et comme ça, on peut avoir une idée sur la structure du sous-sol. Et bien sûr, pour faire cela, il y a tout un dispositif pour cette opération. Donc, il y a des machines pour envoyer les ondes et pour enregistrer les ondes qui sont réfléchies. Hein, parce que lorsqu'on voit une onde, on aura des ondes réfléchies et aussi des ondes réfractées. Généralement, en stratigraphie sismique, on récupère les ondes réfléchies et après, on analyse ces ondes pour avoir une idée sur, comme je viens de dire, de la structure du sous-sol. C'est un peu ça le principe. Et la séquence de dépôt, elle est reconnue. Maintenant, je parle de l'interprétation du graphique obtenu. On va le voir tout de suite. Reconnue par les relations géométriques entre les différentes strates. On peut avoir une idée, à partir de la lecture de ces graphiques, sur les relations géométriques entre les strates en profondeur, entre les couches. Et cette séquence de dépôt, elle a une signification chronostratigraphique, car elle est définie à son toit et à son mur par des discontinuités. Ok? Donc on a dit, cette séquence de dépôt, elle a une signification chronostratigraphique. On va voir. Voilà. Ici, on a, c'est le résultat de l'enregistrement des ondes sismiques qu'on récupère après avoir envoyé des ondes dans le sol. Ok? Maintenant, si on veut analyser ces graphiques,
Vous voyez là, il y a des lignes. Hein? Il y a des lignes. Et aussi, qui sont un petit peu horizontales. On a des lignes qui sont horizontales. Pardon, obliques. Obliques. Voilà. C'est quoi? En réalité, c'est quoi ça? On a dit c'est les Andes. C'est les Andes. Et dans l'axe des ordonnées, on a ici, c'est quoi? Normalement, ici, on a, c'est le temps d'arrivée. C'est le temps d'arrivée. C'est-à-dire, j'envoie une onde et je dois attendre un temps pour récupérer cette onde réfléchie. Donc, vous voyez, en réalité, ici, c'est le temps d'arrivée des ondes. Et là, en abscisse, bien sûr, c'est la distance. Très bien. Maintenant, je dois interpréter ce graphique. Je dois interpréter ce graphique. Ces lignes-là que je vois ici, en réalité, ça représente quoi? Ça représente des discontinuités en profondeur. Des discontinuités. C'est quoi des discontinuités? Ça peut être les surfaces entre les couches. Par exemple, ça peut être ici une surface entre deux couches. Ça peut être une couche et ça peut être une couche. Et ici, c'est la limite entre ces deux. Comme ça peut être aussi une discontinuité, c'est-à-dire une discordance. Une discordance. Ok? Et là, à l'intérieur, ces obliques-là, en réalité, ça représente quoi? Ça représente un peu la structure interne de chaque couche. Hein? Vous voyez là? Donc, à partir de ce graphique qui représente les ondes sismiques, je peux avoir une idée sur la structure en profondeur des couches. OK? Et aussi les relations géométriques entre chaque couche. Hein? Parce que c'est-à-dire la théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Que chaque surface, comme ça reflète un réflecteur, donc une discontinuité sédimentaire qui reflète les ondes. Hein? C'est-à-dire c'est un réflecteur. Ce sont des réflecteurs ici. Et ces réflecteurs, on peut les interpréter aussi comme des limites de couches ou bien des discontinuités sédimentaires. Donc si vous voulez là, c'est comme une échographie du sous-sol. Si ça, en gros, hein, bien sûr, il y a beaucoup de détails dedans pour arriver à ces graphiques et pour les interpréter aussi et pour faire les correspondances entre tout ce qui est ici graphique et les séries sédimentaires. Mais je vous donne ici juste le principe de base pour avoir une idée sur la stratigraphie sismique. Hein, comment on utilise les ondes sismiques pour découvrir le sous-sol. Une autre méthode de stratigraphie, c'est la stratigraphie séquentielle. La stratigraphie séquentielle. La stratigraphie séquentielle a été développée à partir des méthodes de la stratigraphie sismique. C'est-à-dire avec le développement qu'a connu le matériel d'enregistrement et de traitement dans la stratigraphie sismique,
hein, la stratigraphie séquentielle elle a été développée. Le principe de base de la stratigraphie séquentielle, c'est que les séries sédimentaires, elles s'organisent en une succession logique. Donc les dépôts sédimentaires, elles s'organisent en une succession logique de séquences essentiellement contrôlées par les fluctuations du niveau relatif de l'océan. Ok? Le principe de base de la stratigraphie séquentielle, c'est que les séries sédimentaires, elles s'organisent en une succession logique et cette succession, c'est le résultat, ou bien elle est contrôlée par les fluctuations ou bien les variations du niveau relatif de l'océan. Et ces variations du niveau relatif de l'océan, elles sont commandées, elles sont aussi paramétrées par les variations du niveau moyen des mers. C'est ce qu'on appelle le statisme, les variations du niveau moyen des mers. Et aussi les déformations crustales, les déformations de la croûte terrestre, c'est-à-dire la tectonique. Hein? C'est la tectonique. Ok? Je répète un peu, le principe de base de la stratigraphie séquentielle, c'est que la structuration ou bien l'organisation des dépôts sédimentaires, elle ne se fait pas d'une manière aléatoire. Non, mais ils suivent une logique. Et cette logique, elle est contrôlée généralement par les variations du niveau relatif des mers. Les variations du niveau relatif des mers. Ces variations, elles sont paramétrées, lorsque je dis relatif, c'est-à-dire à l'échelle de la localité, à l'échelle locale. Et ces variations du niveau local de la mer, aussi, elles sont influencées par les variations du niveau moyen des mers. Là, je parle à l'échelle globale, à l'échelle du globe, de la Terre. Les variations globales du niveau marin, c'est ce qu'on appelle le statisme. Et bien sûr, cet statisme, c'est lui qui influence sur les variations au niveau local. Ok? Et aussi, ce n'est pas juste le statisme qui influence sur le niveau relatif, sur le niveau marin dans une localité. Et il y a aussi un autre paramètre, c'est la tectonique. C'est la tectonique. Par exemple, si le substrat d'un bassin, sédimentaire, donc il a subi par exemple des mouvements tectoniques. Ces mouvements tectoniques, ils peuvent abaisser le bassin, comme ils peuvent aussi le soulever. Donc les variations de la tectonique, on sait, c'est-à-dire l'effet de la tectonique. Soit elle peut abaisser le bassin, soit elle peut le soulever aussi. Donc on aura une surrection. Ok? Donc voilà, la tectonique, le statisme, c'est-à-dire les variations globales de niveau marin, elles influencent sur le niveau relatif, le niveau marin relatif dans une localité. Et ces variations, c'est elles qui influencent ou bien qui contrôlent le dépôt des sédiments. Ok? Pour la stratigraphie séquentielle, le paramètre fondamental qui influence sur le dépôt des sédiments, c'est l'espace disponible ou bien ce qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation. C'est quoi? Tout simplement, c'est l'espace disponible
pour déposer les sédiments. C'est l'espace qui reste. Donc c'est quoi? C'est l'espace entre la surface de la mer et avec, ou bien entre cette surface-là. Et si je ne peux pas parler de l'accommodation parce que c'est déjà rempli. Donc, ce milieu, elle est déjà rempli. Donc, l'accommodation, c'est l'espace qui reste pour le dépôt des sédiments. Et ce paramètre fondamental pour la stratigraphie séquentielle, lui-même, il est influencé par d'autres facteurs. Exemple qu'on a donné tout à l'heure, c'est le statisme. C'est le statisme. Et on a dit le statisme, c'est quoi? Ou bien comment le statisme il influence sur l'espace disponible? Si par exemple, on a ici diminution du niveau moyen des mers. Diminution du niveau moyen des mers. Ça va influencer sur quoi? Ça va influencer sur le niveau relatif. Le niveau à l'échelle de la localité. Et si on a une diminution, automatiquement, on a une diminution de l'accommodation ou bien une diminution de l'espace disponible. Le contraire, si on a une élévation du niveau moyen des mers, c'est-à-dire de l'eustatisme, ça va influencer sur le niveau relatif. Et automatiquement, ça va influencer sur l'espace disponible. Donc le niveau qui était ici, il va devenir ici. Et automatiquement, ici, dans ce cas, on aura une augmentation de l'espace disponible. Une augmentation de l'espace disponible. Ça, c'est pour le statisme. Donc, on a dit comment le statisme il influence sur l'espace disponible, soit par diminution, soit par élévation, augmentation du niveau ou bien de l'espace disponible. Le deuxième paramètre, c'est la tectonique. C'est la tectonique. Comment la tectonique influence sur l'accommodation ou bien l'espace disponible? Si par exemple on a ici un mouvement tectonique qui va soulever ce bassin, ou bien on aura ici une surréaction par un mouvement tectonique. Dans ce cas, comment la tectonique elle a influencé sur l'accommodation? Voilà, ici elle a diminué. Dans ce cas, elle a diminué l'accommodation, ou bien l'espace disponible. Mais si on a ici un affaissement du bassin suite à un mouvement tectonique, dans ce cas, la tectonique elle a augmenté l'espace disponible. Donc la tectonique aussi, elle influence sur l'espace disponible, soit par augmentation, soit par diminution de l'espace disponible. Voilà, ça c'est pour le statisme et la tectonique. Mais il y a aussi un autre paramètre qui influence sur l'espace disponible. C'est ce qu'on appelle, ou bien c'est le flux sédimentaire. C'est le flux sédimentaire, c'est-à-dire c'est la quantité de sédiments qui arrivent du continent vers le bassin. Bien sûr, ces sédiments, ils vont se déposer ici. Et ainsi de suite jusqu'à le remplissage de l'espace disponible. Très bien. Maintenant, le flux sédimentaire, comment il influence sur l'espace disponible? Automatiquement, elle diminue. Toujours, elle diminue. Le flux sédimentaire, toujours, elle diminue l'espace disponible. Voilà, ça c'est la logique. C'est la logique de la stratigraphie séquentielle. On a dit que le dépôt des sédiments, il ne se fait pas aléatoirement, mais il suit une logique. Hein? Et c'est ça la logique. C'est que il y a déjà un paramètre fondamental qui influence ou bien qui contrôle les séquences de dépôt. C'est quoi? C'est l'espace disponible. Et ce paramètre lui-même, il est influencé par d'autres paramètres qui sont le statisme, qui augmente ou bien diminue l'accommodation, et la tectonique,
qui augmente ou bien diminue l'espace disponible et le flux sédimentaire qui diminue toujours l'espace disponible. Ok? Maintenant, le résultat de cette logique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des séquences de dépôt. Les séquences de dépôt. On donne ici un exemple de ce qu'on appelle la séquence de Weyl, ou bien la séquence de troisième ordre. Weyl, c'est un géologue de la société pétrolière ExxonMobil. C'est une société américaine. C'est lui qui a donné ce modèle dans les années 70, exactement 77. Ok, 1977. C'est lui qui a proposé ce modèle de séquence et l'a appelé une séquence de troisième ordre. Séquence de troisième ordre. Voilà. On va expliquer un petit peu comment on arrive à cette séquence. Pour lui, le facteur principal qui influence sur l'espace disponible et automatiquement sur les dépôts, c'est le statisme. Pour lui, c'est le statisme. Et pour la tectonique, pour l'effet de la tectonique, il l'a considéré comme un effet, surtout la subsidence. La subsidence, j'ai oublié de parler un peu de la subsidence. La subsidence, c'est l'effet de la charge des sédiments. Lorsqu'on a une accumulation des sédiments au cours du temps, en arrivant à un certain moment, on a ces sédiments, ils exercent une charge. C'est-à-dire ils ont un poids sur les sédiments de la base. Et comme ça, ils se tassent, ces sédiments, ils se tassent suite à la charge des sédiments. C'est ça la subsidence. Donc pour lui, l'effet de la subsidence, il l'a considéré comme un paramètre constant, mais pour lui, le paramètre fondamental qui influence sur l'espace disponible et automatiquement sur les dépôts, c'est le statisme. C'est la variation des niveaux moyens des mers. Donc, comment il a illustré ça? Dans la première étape, on a le niveau moyen, ou bien le niveau eustatique, il est très bas. Elle est très bas. Ok? Dans ce cas, on a la formation ou bien le dépôt de ce qu'on appelle, ou bien de ce qu'il a appelé le prisme de bas niveau marin. Le prisme de bas niveau marin. C'est ça, c'est les dépôts en orange ou bien en marron. Et au-delà de niveau marin, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'érosion. Tout ce qui est au-delà du niveau marin, ici, on aura l'érosion et ici, on aura le dépôt. Et lorsque le niveau marin, il augmente, il était ici, il va monter ici, voilà, dans l'étape 2, on aura ici la formation ou bien le dépôt de ce qu'il a appelé le prisme de bas niveau 2. Ici, prisme de bas niveau 1, prisme de bas niveau 2. Mais généralement, tout ça, c'est ce qu'on appelle le prisme de bas niveau marin. Le prisme de bas niveau marin, c'est-à-dire les sédiments qui se déposent lorsque le niveau marin il est très bas. Ok? Et puis, le niveau marin aussi, il augmente. Il continue à augmenter. Il arrive ici.
Vous voyez, tout à l'heure, on a dit que cette surface, c'est une surface d'érosion. On a l'érosion ici. On n'a pas de dépôt. Mais en arrivant à l'étape 3, le niveau marin, il est arrivé ici. Donc, ici, il n'y a plus d'érosion, mais plutôt, on a le dépôt. Le dépôt. Et c'est quoi ces dépôts? C'est les dépôts qui forment ce qu'il a appelé, Weil, cortège transgressif. Le cortège transgressif. Ici, c'est le prisme de bas niveau marin. Et ça, c'est le cortège transgressif. Encore le niveau eustatique, il continue à augmenter. Il continue à augmenter. Dans ce cas, on aura la formation ou bien le dépôt de ce qu'on appelle le prisme de haut niveau marin. Le prisme de haut niveau marin. Prisme de bas niveau marin, cortège transgressif, et là c'est le prisme de haut niveau marin. Et regardez, à chaque fois, il présente, ici c'est le cycle eustatique. Et à chaque fois, il présente là où le cycle est arrivé. Très bien. Et depuis l'étape 4 vers l'étape 5, le niveau marin ici, il commence à diminuer. Il commence à diminuer. Et dans ce cas, on a la formation ou bien le dépôt de ce qu'on appelle le prisme de bordure de plateforme. Le prisme de bordure de plateforme. Et là, on commence encore à la diminution du niveau marin. Le niveau marin, il commence à diminuer jusqu'à arriver ici, puis il commence encore à augmenter. Donc voilà, et on a un cycle qui se répète, Donc, le résultat de tout ce cycle, c'est ce qu'on appelle la séquence de Weil ou bien la séquence d'ordre 3, qui est le résultat d'un cycle eustatique. On commence par un niveau qui est très bas et on arrive à un niveau qui est plus haut, puis on commence à descendre. Donc ce cycle-là, il va nous déposer ce qu'on appelle la séquence de Weil. Vous voyez là, c'est ça la logique pour la stratigraphie séquentielle. C'est la logique que suive la sédimentation ou bien le dépôt des sédiments. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre qui est un peu long, mais voilà, on a appris beaucoup de choses. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.